comment dire? La lecture et pas les livres a vraiment changé ma vie et l'idée de cette vidéo, c'est de faire une lettre à un ancien moi, à un moi qui n'était pas un lecteur et pour qui la lecture a strictement tout changé et je me devais de faire cette vidéo pour vous témoigner un peu de ce que la lecture m'a pris, ce que la lecture m'a appris, ce que je lui ai donné, ce qu'elle m'a donné en retour et faire un point finalement des évolutions que j'ai pu avoir de quand j'étais pas lecteur, c'est-à-dire la très grande majorité de ma vie, et progressivement, au fur et à mesure de mes études, comment la lecture s'est immiscée jusqu'à aujourd'hui devenir une partie prépondérante de moi, de mon travail et de ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et j'ai envie de commencer par dire ce que ne pas lire m'a coûté. Parce que je pense que dans mon histoire, c'est peut-être la partie qui est la plus forte, puisqu'elle raconte de là d'où je viens. En fait, je viens d'une toute petite ville du sud de la France, dans le Gard. Et, quand on est jeune, enfin, ce dont je me rendais compte, c'était que on est intellectuellement seul. Enfin, personnellement, c'est ce que j'étais. Seul au sens où je savais que j'étais un petit peu vif. Enfin, en tout cas, je me pensais un petit peu vif, mais fondamentalement, j'étais reclus dans les jeux vidéo. J'étais dans cette génération où finalement les écrans ont pris le pas sur la dynamique et la profonde beauté qu'on pourra trouver dans les pages. Et fondamentalement, moi, au collège, en primaire et puis surtout au lycée, j'avais une vraie solitude intellectuelle, une insatisfaction intellectuelle que je compensais ailleurs dans d'autres activités, mais dont je ne soupçonnais jamais que la lecture pouvait être intéressante. Et donc, je ne lisais pas. Je ne lisais que lorsqu'on me forçait, et même quand on me forçait, vous connaissez, voilà, on vous force, on vous donne des livres à lire pour le bac de philo, pour le brevet ou je sais plus trop quoi. Et juste, ça m'a dégoûté. J'ai trouvé pas ça dynamique, je trouvais ça chiant. J'avais pas de capital culturel particulier à la maison, donc j'avais pas vraiment la présence de livres, pas de médiathèque, rien de tout ça. Et sans que je m'en rende compte, la lecture et les livres avaient été... Enfin, ma vie était partie pour ne pas inclure les livres. Et le premier coup fondamental, en plus de cette solitude qui a été donc indue par l'absence de livres, c'est aussi et surtout des automatismes que je n'ai pas eus. Et je pense notamment à un automatisme qui aujourd'hui fondamentalement est à qui je dois ma réussite scolaire et juste ma qualité de personne, c'est la curiosité. La curiosité au sens où, quand on est jeune, et encore aujourd'hui, la soif de découvrir l'inconnu, la soif de découvrir ce qu'on ne connaît pas, l'autrui avec un grand A, c'est quelque chose qu'on a très difficilement et que la lecture vous insuffle quasi instantanément. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que aujourd'hui, c'est facile pour moi de, je sais pas, je vous ai pris une sélection de livres qui ont jalonné un petit peu ma vie de lecteur. Je vois un abécédaire de Tiepolo, donc qui est plutôt de l'art. Là, on a du Arendt, du Schrödinger, du Leroy-Ladurie. Tout à l'heure, je vous parlerai du Coran. Bref, une multitude de domaines dans lesquels j'ai adoré pénétrer, mais que avant de découvrir ce qu'était la lecture, et j'insiste, cette vidéo est une ode à la lecture et pas au livre, eh bien, avant, je me disais pourquoi est-ce que j'irais lire ça? La confrontation à la complexité me faisait profondément peur. Je pensais que j'étais un peu plus vif intellectuellement parce que j'avais de bonnes notes et des facilités, mais en fait, ça n'en était rien du tout. J'étais juste un jeune un petit peu reclus dans sa pensée et se disant, mais je suis bien au-dessus de tout ça. Et c'est la première confrontation à la complexité, à la difficulté et fondamentalement à l'apprentissage qui m'a fait me rendre compte que je n'étais pas vraiment à ma place, que j'étais en train de perdre du temps. Et c'est ça les paroles un peu profondes qui, moi, me touchent aujourd'hui, c'est que j'étais un jeune dans une petite ville du Gard, dans un petit lycée de campagne, et je me rendais pas compte que mon destin passait sous mes yeux. Pourquoi je vous dis mon destin? Parce que à l'époque, ma manière de voir les livres, ma manière de voir la lecture de manière générale,
elle était bourrée de préjugés. Mais alors quand je vous dis bourrée de préjugés, c'est que c'est aujourd'hui d'une tristesse que je trouve désastreuse parce que je le vois maintenant, ça m'a bousillé des années de ma vie, ça m'a gâché des années de ma vie que j'aurais pu passer à découvrir tellement de facettes de moi. Le premier de ces préjugés, c'était que lire, c'était pour les intellos. Alors lire, c'est pour les intellos, déjà ça a été assez désastreux puisque quand j'étais au collège, au lycée, que j'arrivais dans les premiers de ma classe, c'était tout de suite ah bah mais regarde le t'es un intello. Euh, et cette mentalité, elle m'a profondément détruit parce que comme j'étais vraiment pas quelqu'un de fort et qui avait confiance en soi par nature, le jugement des autres, surtout à cet âge-là, était particulièrement pénétrant. Et tout de suite, j'ai associé l'objet livre euh, comme étant un symbole de ceux qui n'ont pas trop de vie, alors que précisément, et je le découvrirai plus tard, ceux qui ont les livres ont une vie, voire même plusieurs vies supplémentaires. Et lire, c'est pour les intellos, ça m'a tué, quoi. Ça, je me suis tout de suite dit, ok, bah, du coup, je ferai pas partie des intellos, quoi. Et ça me plaisait un petit peu de me dire, bah, je suis intelligent, j'ai pas forcément besoin de livres, etc. Et plus profondément, un autre truc que je trouve extrêmement pernicieux, c'est que lire, c'était pas important parce que j'avais Internet. Lire, c'était pas important parce que c'était pas plaisant. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a pris le plus de temps après à m'adapter et qui aujourd'hui détruit, à mon avis, euh, beaucoup de la relation que tous les jeunes et même d'autres personnes plus adultes pourraient créer avec les livres. C'est que l'objet livre aujourd'hui fait compétition avec cet objet, un téléphone, qui, en termes de dynamique, non strictement sont dans un rapport strictement inégal. Pourquoi je dis ça? Parce que je fais un appel en fait à ma génération pour lui dire, même avec ma toute petite voix, mais en tout cas mon expérience, c'est que cette espèce de lutte permanente de l'attention, c'est ce qui peut vraiment changer votre vie et qui la change en fait à chaque seconde. C'est très simple de dire ça, surtout quand j'ai l'impression de ne plus être autant attaché par les écrans, j'ai plus les réseaux sociaux, etc. Mais cette dimension de lenteur, de lire c'est chiant, lire c'est fatigant, cette non-compétitivité des livres avec les écrans, ça a détruit énormément du potentiel d'amour que je pouvais avoir pour les livres. Et tout a changé au moment de la prépa. Et c'est là qu'il y a eu un basculement, puisque en fait j'ai eu la rencontre des livres à ce moment-là. J'ai eu un mariage forcé avec les bons livres. Et c'est un mariage forcé, mais c'était avec les bonnes personnes. C'est assez étonnant parce que quand je suis arrivé en prépa, je venais donc d'une petite ville du Gard et je suis arrivé satellisé en plein milieu du 5e arrondissement de Paris, entre Louis-le-Grand, Henri IV et ma prépa. Et, et ce qui a changé ma vie, c'est la recommandation des livres que mes professeurs de culture générale de l'époque nous ont fait. Cette bibliographie à lire pendant l'été, c'est ce qui m'a. Je pense que ça a été un des électrochocs les plus forts que j'ai pu avoir dans ma vie de lecteur. Pourquoi? Parce que cette recommandation de livre, elle m'a fait rencontrer brutalement la beauté de la culture et surtout la beauté d'une culture que je n'avais pas. Et j'ai découvert à travers ces livres la beauté de la connaissance, la beauté de l'adversité, la beauté de lire quelqu'un qui est plus intelligent que vous, qui est plus cultivé, qui est fondamental dans son domaine de pensée, mais dont vous pensiez, euh, parce que vous êtes un petit peu hautain quand vous êtes jeune intellectuellement, que vous pourrez très facilement rattraper ce retard et, et ce tranquillement. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais Dieu merci, les cours en prépa, les cours de culture générale, la découverte des fondamentaux de Platon, en passant par Descartes, en passant par Rousseau, toute la philosophie politique, pardon, et après moi un goût qui était ancré en moi, mais qu'on était en train de me donner petit à petit, un goût pour la volonté d'aller plus loin.
Et c'est là qu'est rentré non pas les livres, mais la lecture. C'est là que le fait de me dire: il y a comme quelque chose, il y a comme cette activité dont tout le monde parle, mais dont tout le monde parle comme étant un objet, c'est-à-dire l'objet livre, mais dont très peu de personnes ne parlent comme un, non pas comme un objet, mais comme une pratique méditative, comme une pratique cognitive, à savoir la lecture. Et le fait de pouvoir apprendre à mieux lire, mieux m'immerger, mieux mémoriser, mieux comprendre, le faire plus rapidement, le faire plus efficacement, le faire tout en maintenant et en optimisant mon plaisir, en tombant fondamentalement heureux avec la pensée, avec la connaissance, avec les histoires, et ben, c'est ça, moi, qui m'a vraiment transporté, mais que je n'ai pu commencer à cultiver qu'en finissant ma prépa, en rentrant en école et en ayant le temps à ce moment-là de pouvoir me dire, OK, maintenant, on va commencer à rattraper un retard. Cette dynamique de rattraper un retard, elle s'est faite tout au long de ma prépa. J'étais peut-être avant-dernier de la classe pendant 8 à 9 premiers, 8, enfin des 8 aux 9 premiers mois de ma prépa, j'étais peut-être dans les derniers de ma classe. J'étais face avec des personnes qui avaient une culture beaucoup plus vaste que la mienne, beaucoup plus développée, etc. Et je me sentais profondément seul, profondément en retard, mais quelqu'un qui est en retard, mais qui a l'appétit de vouloir combler ce retard, de vouloir combler ce fossé. Et ça a été radical pour moi. Et après être entré en école, c'est précisément là que bah, je me suis rendu compte que c'est maintenant que je pouvais tout changer et que c'est maintenant que la lecture en retour a tout changé pour moi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que au moment où les portes se sont ouvertes à HEC, j'étais à ce moment-là, à mon sens, ce que Bourdieu pourrait appeler un manipulateur de symboles. Pourquoi est-ce que je vous dis manipulateur de symboles? Je suis un salaud avec moi, mais d'un autre côté, c'est pas complètement faux, et je le suis certainement toujours. Mais ce qu'on nous apprend en prépa en France, je trouve, en tout cas, peut-être ça a changé, mais moi c'était le cas, c'est un ersatz de savoir, c'est-à-dire, c'est ce que nous avait dit d'ailleurs ma prof de philo, elle nous avait dit, voilà, le propre de la culture générale, c'est de connaître un peu rien sur un peu de tout. Et c'est vrai qu'il y a de ça. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la beauté des professeurs en prépa, la beauté des livres, même eux-mêmes, qui vous accompagnent dans les moments difficiles, dans les beaux moments, qui vous font réussir, comme parfois ils vous font échouer, et ben c'est qu'ils vous donnent l'envie d'aller plus loin. Et c'est ça qui a radicalement tout changé pour moi, parce que la lecture était tout sauf présente dans les grandes écoles. Enfin, à HEC, je vais simplement parler de l'école que moi je connais, mais c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes qui aussi sont en école de commerce, peut-être, et je crois aussi en école d'ingénieur, mais j'étais un petit peu choqué par l'absence de culture dans ces écoles-là. C'est pas comme si je m'y attendais pas, mais j'aurais aimé qu'après un travail aussi intense, une construction aussi euh, profuse et profonde et lourde de culture générale dans tous les sens, de l'art à de la religion, à de la philosophie, au cinéma, bref, ça va dans tous les sens. Les livres étaient partout dans ma chambre et j'adorais. Je me disais, mais quand est-ce que je vais avoir le temps de m'y plonger? Et ben, quand je suis rentré, quand je suis rentré à HEC, c'était devenu le vide. Et je me disais, ok, maintenant, il va falloir que tu arrêtes d'être un manipulateur de symboles, arrête de dire, ok, bah, je sais que Kant il pense ça, je sais que, je sais pas, moi, le bovarisme, c'est ça, enfin bref, des mots comme ça, et essayer de maintenant d'emboîter le pas et de suivre le chemin que t'ont pavé, en fait, tes enseignants, et d'apprendre à cultiver ce goût et d'aller au bout des choses. Et c'est là, profondément là, que la lecture est intervenue. Pourquoi? Parce que je passais de lire des livres à essayer de les vivre ou de les faire vivre dans ma pensée, dans mon cœur. Et plus l'absence se faisait sentir de livres dans cette école, plus je compensais de mon côté. Et c'est à ce moment-là que ça a fait écho en fait à une espèce d'anecdote en moi. L'anecdote qui est ma première rencontre avec le livre, avec un livre que j'ai volontairement voulu lire.
C'était en troisième, et je me disais, le livre que je veux lire, c'est la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant. Alors, ça a été une des pires erreurs de ma vie dans ma vie de lecteur. Pourquoi? Parce que je me suis fait brutaliser par un colosse. J'avais un chef-d'œuvre face à moi, mais le chef-d'œuvre irradiait tellement mon intellect qui m'a tout simplement rendu aveugle. J'avais trop peur, c'était trop complexe. Je me suis dit, ok, donc c'est pas pour moi. Mais la force de ce que j'ai pu avoir, le courage que j'ai pu avoir, courage que j'ai appelé curiosité au début de cette vidéo, c'était de vouloir retourner en chercher un deuxième. Et ça, c'est la première leçon que m'a appris la lecture, à savoir l'humilité qu'on ne nous enseigne plus. L'humilité intellectuelle qui coule naturellement sur une humilité spirituelle, une humilité de personnalité, et d'apprendre que, ok, même si vous avez réussi un concours, etc., le savoir est beaucoup plus important et il est nécessaire de le cultiver, non pas comme une valeur en soi, mais comme un art de vivre. Et, et naturellement, cette première leçon de pouvoir être raccroché au sol, raccroché à la terre, essayer en tout cas de l'être, ça a été le plus grand des plaisirs que j'ai pu avoir. Le meilleur domaine qui m'a appris ça naturellement, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. Le fait d'avoir du temps libre pour lire l'histoire de France, l'histoire européenne, l'histoire de différents pays, l'histoire des grands hommes et des grandes femmes qui ont construit notre monde. Apprendre à s'immerger dans ça, et ben c'est ça. C'est ça qui est beau. C'est la curiosité, c'est la rencontre de l'autre. La lecture m'a donné cette envie d'aller plus loin que les barrières que je pensais déjà infinies de mon esprit, ou en tout cas dont on m'a fait croire qu'elles pouvaient être infinies et que j'étais déjà quelqu'un de cultivé, ben non, c'est le fait de toujours chercher à aller plus loin. Et ça, cette espèce de rigueur dont j'ai encore aujourd'hui, je me bats tous les jours avec les difficultés de penser que je sais déjà quelques trucs et que donc j'ai pas besoin d'aller voir plus loin, j'ai pas besoin de me remettre en question sur certains sujets, et ben la lecture, le fait d'apprendre à lire, le fait d'apprendre à mieux lire, le fait d'apprendre à lire plus, c'est le fait de cultiver et d'intensifier profondément en vous toutes ces qualités de recherche, d'aller plus loin, d'aller plus profond en vous et d'aller plus loin vers les autres, je trouve. Et à mon sens, je pense que ce qui synthétise le plus cette volonté de comprendre davantage autrui et de aussi pouvoir le critiquer, c'est avec une, enfin deux lectures, trois lectures, on pourrait dire, trois lectures qui m'ont profondément marqué, à savoir la lecture du Coran et la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tout ça dans une dizaine ou une quinzaine de jours. Bon, je lisais énormément à l'époque et je voulais comprendre ces textes dont tout le monde parlait. Mais les lire, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, on apprend quand on lit que la plupart des gens qui parlent de livres ne les ont pas forcément lus. Alors, c'est triste, mais c'est précisément le propre des manipulateurs de symboles. Un manipulateur de symboles va précisément prendre un livre sans forcément l'avoir lu, sans forcément l'avoir pénétré, sans forcément essayer de s'être confronté à ses idées, à son argumentaire, et va pouvoir le lancer comme ça dans des débats en disant ok, bah le Coran c'est quelque chose d'extrêmement agressif, c'est un texte atroce qui a perpétré énormément d'horreurs, etc. Et je ne rentre pas du tout là dans la dimension politique, etc. Ces livres ont été utilisés pour faire des atrocités comme pour faire des grandeurs, et un point c'est tout. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en lisant, au moins on sait, au moins on a fait ce travail de ok, j'ai vu ce qui y était. J'ai pas vu avec la plus grande profondeur, je prétends pas du tout l'avoir lu comme un théologien, mais pareil pour l'Ancien et pour le Nouveau Testament. Je, je vois ce qu'il en est, je sais ce qu'il en est, je peux être un espèce de témoin. À moi de travailler ce témoignage, mais tout du moins, on ne me bercera pas d'illusions, de mensonges qui permettent d'envenimer la pensée et d'envenimer l'amour que pourrait exister
entre beaucoup de personnes, entre différentes populations, je ne me ferai pas bercer par ça et j'irai au fond des choses et j'irai faire ce travail d'aller-retour permanent, de dialogue permanent, de la lettre et de l'esprit, pour reprendre une formule d'un philosophe que j'adore, mais pour, pour continuer et perpétrer cette relation, cette relation qui place l'autrui et la rencontre avec l'autrui comme étant la valeur la plus fondamentale et à mon sens la valeur la plus fondamentale de la lecture. Je pourrais vous parler de philosophie pendant des heures, je pourrais vous parler de tant d'autres choses, mais à mon avis c'est comme ça que la lecture a changé ma vie et c'est comme ça, un petit peu de manière brute, que je voulais vous témoigner en tout cas de mon amour pour elle, en espérant pouvoir vous aiguiller, vous aider un petit peu à faire le pas et à essayer de la rencontrer. Voilà. Je vous remercie grandement, comme toujours, et sinon je vous dis bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau.